La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire de la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. La parole est à Monsieur Stéphane Vogetta, rapporteur de la commission mixte paritaire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le co-rapporteur, chers collègues, nous voici donc arrivés au terme d'un processus qui a commencé pour moi, logiquement, sur les réseaux sociaux. C'était le 31 juillet dernier qu'un utilisateur de Twitter m'avait relayé des alertes relatant des escroqueries et autres dérives de la part d'influenceurs. Je lui avais alors répondu que je suivrais ce sujet avec beaucoup d'intérêt. Ce sujet, je l'ai effectivement suivi, mais je n'ai pas été le seul, loin de là. Outre mon co-rapporteur Arthur Delaporte, nous sommes nombreux, sur tous les bancs de cet hémicycle, à l'avoir jugé digne d'intérêt. Nous avons auditionné, nous avons travaillé, et nous sommes arrivés à plusieurs conclusions. L'influence commerciale manque trop souvent de transparence. L'influence commerciale est trop souvent utilisée pour contourner les règles qui s'appliquent à la publicité sur ces canaux traditionnels. Les acteurs de l'influence commerciale ne sont pas suffisamment responsabilisés face à ces dérives. Il en résulte une vulnérabilité des utilisateurs des réseaux sociaux, utilisateurs qui, trop souvent, deviennent des victimes de publications commerciales problématiques. Victimes d'arnaques aux crypto-monnaies, aux paris sportifs, aux pratiques commerciales douteuses, au dropshipping ou au copy trading. Victimes de représentations irréalistes de visages et de corps idéaux qui n'existent que sur Photoshop ou à travers les filtres de TikTok. Victimes, enfin, d'un mode de pensée où les rêves d'argent facile remplacent le travail, l'effort et le mérite. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à avoir jugé que ces victimes méritaient notre attention, à avoir estimé que les consommateurs et les utilisateurs des réseaux méritaient la protection de la loi. Notre conclusion est rapidement devenue limpide. L'activité d'influence commerciale devait être mieux définie et mieux régulée. En votant cette loi ce soir, vous le ferez, et vous enverrez donc un message important à ces victimes. Oui, les parlementaires vous ont entendu et ils ont agi pour vous. Nous vous proposons donc de voter ce soir définitivement un texte qui a pour l'instant fait l'objet de 5 votes favorables, en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, à l'unanimité, en première lecture dans cet hémicycle, à l'unanimité, en commission des affaires économiques du Sénat, à l'unanimité, en séance au Sénat, à l'unanimité à nouveau. Et enfin, en commission mixte paritaire, unanimité. J'espère que nous maintiendrons cette belle tendance ce soir, notamment car nous vous proposons de valider un texte que nos collègues sénateurs ont su nourrir dans la continuité de l'esprit du texte initié par vos 2 co-rapporteurs. Un texte qui n'obéit qu'à une boussole, protéger les consommateurs. Une boussole avec ses 4 points cardinaux, clarifier, encadrer, responsabiliser et éduquer. L'encadrement, c'est notamment rendre obligatoire l'établissement d'un contrat écrit entre l'influenceur et son agence ou son annonceur. La responsabilisation, c'est reprendre et anticiper le règlement européen sur les services numériques, le DSA, et l'appliquer à l'influence commerciale, en imposant ainsi aux plateformes une série d'obligations quant à des outils de signalement et à la modération des contenus. L'éducation, enfin, c'est intégrer la notion de sensibilisation contre les dangers d'ordre commercial au sein de la formation au risque numérique dispensée dans nos établissements scolaires. Ce texte a par ailleurs déjà fait preuve de sa vertu pédagogique auprès des acteurs de l'influence. Un texte qui est aussi observé par de nombreux pays, qui nous regardent avec envie, qui regardent la France, premier pays donc à réguler l'activité d'influence d'une manière transversale et équilibrée. Chers collègues, pour tout cela, je tiens à tous vous remercier, quelle que soit votre couleur politique. Je remercie également, bien sûr, le gouvernement, Bruno Le Maire, Olivia Grégoire, Jean-Noël Barrot et leurs équipes pour le travail réalisé en confiance, ce qui nous a permis d'avancer aussi rapidement. À ce propos, Madame la Ministre, je m'excuse d'avoir sans doute un peu bousculé le calendrier de Bercy. Je m'excuse, mais je ne peux pas vous promettre pour autant de ne pas recommencer. Bien sûr, je remercie également les lanceurs d'alerte, dont certains ont parfois eu besoin de courage pour témoigner malgré les pressions. Cependant, chers collègues, il faut reconnaître que notre travail sur ce texte s'est trop souvent déroulé devant une toile de fond délétère. La diffusion de valeurs détestables, les intimidations, les menaces, les accusations croisées de harcèlement, le doxing. Toutes ces violences, je les condamne, nous les condamnons, et nous appelons tous les acteurs de ce secteur à la modération, à la tempérance. Nous avons touché du doigt les excès des réseaux sociaux et la violence qui y règne trop souvent. J'en ressors personnellement encore plus convaincu de la nécessité de continuer à agir.
Alors, chers collègues, cher Arthur, je crois qu'il est acté qu'il y a certains sujets sur lesquels nous ne nous mettrons jamais d'accord. Mais je vous en conjure, il ne faut pas que cela nous empêche de continuer à travailler ensemble dès demain pour protéger les consommateurs et notre jeunesse face aux dangers du numérique et particulièrement des réseaux. L'examen du projet de loi numérique est au coin de la rue et tous ensemble, nous avons la capacité de faire vivre le débat et d'enrichir ce texte pour continuer à construire des digues efficaces contre l'accès des mineurs à la pornographie, contre les arnaques en ligne, sous toutes leurs formes, contre la violence et le harcèlement sur Internet. J'ai confiance en notre force collective, dans la capacité de notre Parlement à répondre aux attentes du citoyen, conclure, chers collègues. À avancer à force de compromis entre majorité et opposition, comme sur ce texte. Ne lâchons rien et vive l'initiative parlementaire. Monsieur le rapporteur. La parole est à Monsieur Arthur Delaporte, rapporteur de la commission mixte paritaire. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Monsieur le co-rapporteur, cher Stéphane, chers collègues. Notre Parlement est décidément capable du pire comme du meilleur. Le pire, nous l'avons vécu aujourd'hui en Commission des Affaires sociales, où la Présidente a refusé, et je tiens à le rappeler ici, d'examiner des amendements et nier donc finalement un droit constitutionnel. Le pire, c'est donc ces tensions qui ont pu nous opposer et qui continueront, force est de le constater, mais le meilleur, c'est ce que nous faisons ce soir et je pense que nous avons préféré garder le meilleur pour la fin. Le meilleur, c'est donc une loi, une proposition de loi qui a d'abord été déposée et examinée lors de la niche socialiste, mais qui a vu une main tendue, celle de Stéphane Vojetta, que je salue ici, et plus largement aussi celle de la majorité parlementaire, qui a vu qu'il y avait un sujet dans notre proposition, et avec nos efforts convergents, ceux de Stéphane Vojetta, mais aussi, et il faut le reconnaître, et j'aurai l'honnêteté de le dire ici, la forme de bienveillance du gouvernement à l'égard de l'initiative parlementaire qui a eu lieu sur ce sujet, mais aussi, et il faut le dire également, la force de travail, de proposition de nos collègues, de l'ensemble des groupes de l'arc républicain. Et je tiens en particulier à saluer, parce qu'elle est ici devant moi, Ségolène Amiot du groupe Insoumis, mais aussi ceux qui avaient déposé des propositions de loi, Nadège Bombangoli, François Piquemal, ou encore Aurélien Taché pour l'aile gauche, ou des collègues de la droite républicaine, en particulier Virginie Bubieler. Bref, nous avons montré que notre Assemblée savait travailler de concert de façon concordante et même, j'ose le dire, unanime. La loi que nous présentons ce soir ici est finalement le fruit d'une quadruple unanimité. Unanimité à l'Assemblée nationale, unanimité au Sénat sur un texte différent, renforcé dans ses ambitions. Unanimité également en commission mixte paritaire où l'ensemble des parlementaires présents ont voté les modifications soumises par vos co-rapporteurs. Unanimité, enfin, et je crois qu'il nous faut également le reconnaître, de la société civile organisée, des acteurs du monde de l'influence, que ce soit les représentants des agences, les influenceurs eux-mêmes qui ont soutenu la loi, les citoyens, enfin et surtout les consommateurs et les victimes, ceux pour qui nous avons travaillé et ceux pour qui nous nous sommes battus. Je pense donc ce soir à toutes celles et ceux qui ont dit « ça suffit », à toutes celles et ceux qui ont dit « mais que fait le Parlement ?» et qui ce soir enfin se disent « oui, nous avons été écoutés ». Oui, nous n'avons pas été méprisés. Oui, la représentation nationale s'est saisie d'un sujet de société, d'un sujet majeur, d'un sujet qui avait des implications multiples en termes de protection de la santé publique, en termes de protection des consommateurs, en termes de protection des mineurs, en termes de lutte contre les dérives sexistes notamment. Bref, les influenceurs continueront d'exister. Les influenceurs continueront de travailler, j'espère, dans un cadre de confiance grâce à la loi que nous portons. Les influx voleurs, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, existeront peut-être toujours. Mais désormais, ils sauront que la loi est là et qu'elle est là notamment pour les punir. Que s'ils continuent, leurs comptes des réseaux sociaux pourront être suspendus. Que s'ils continuent, l'opprobre public existera. Et c'est bien là le rôle de la loi, c'est de clarifier ce qui jusque-là ne l'était pas. La loi de la jungle, c'est fini. Et je crois, chers collègues, que nous sommes tous ici pour le dire, cette bulle de paix a des effets.
cet effet, c'est notamment de produire, je le crois, une belle loi. Une belle loi et aussi une belle image de notre Assemblée nationale. Je disais, ce soir, nous faisons la preuve du meilleur. J'espère que nous pourrons continuer sur cette voie. Mon collègue Stéphane Vojetta, après avoir résumé les principaux apports de ce texte, vous a également tracé quelques pistes. Permettez-moi de dire ce sur quoi, je pense, nous pouvons continuer à travailler en cherchant le consensus sur les sujets du numérique. Comment mieux lutter contre le cyberharcèlement? Comment mieux protéger en particulier les influenceuses qui sont victimes de sexisme? Comment responsabiliser aussi les marques et les plateformes dans la lutte contre la haine en ligne notamment qui déferle? Comment défendre un modèle de consommation qui soit plus vertueux, plus écologique et plus durable? Parce que l'enjeu est là aussi. La protection de la santé publique, c'est une chose. Mais la protection de l'environnement, l'enjeu de demain devra nous amener à réfléchir aussi plus largement aux droits de la consommation à l'ère de la transition climatique. C'est pourquoi, chers collègues, les enjeux restent ouverts, nous resterons, et je pense l'ensemble des groupes de l'Arc républicain ouverts pour travailler sur ces sujets comme sur d'autres, en donnant l'image du meilleur de l'Assemblée nationale pour le meilleur pour notre pays. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Bonjour, madame la ministre. Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs Delaporte et Vojetta, Mesdames, Messieurs les députés, je serai brève. Je n'aurai que quelques mots très simples et aussi simples que courts. Bravo pour votre travail. Il y a quelques mois, des parlementaires issus de différents groupes politiques, vous l'avez tous les deux rappelé, messieurs les rapporteurs, faisaient part de leur souhait de travailler sur l'encadrement de l'influence commerciale. Il y a quelques mois, Bruno Le Maire lançait une vaste concertation, un cadre de travail pour réfléchir aux besoins de cet écosystème d'influence commerciale en naissance. Il y a quelques mois, vous commenciez, cher Stéphane Vojetta, mais aussi cher Arthur Delaporte, à travailler ensemble dans ce que vous avez baptisé votre bulle de paix. Force est de constater que cette bulle de paix n'a pas éclaté. Mieux, elle a pu donner naissance à une proposition de loi précise, ambitieuse, qui a su trouver au Sénat le même consensus que dans cet hémicycle, comme le rapporteur Vojetta l'a rappelé. Sans entrer dans le détail de ce que contient la version de cette proposition de loi issue de la commission mixte paritaire, je me réjouis sincèrement des débats qu'elle a suscités, tant au Parlement que dans le débat public. Vous l'avez dit, Arthur Delaporte, ce sont des débats qui traversent notre société et il était important que ces débats soient abordés et tranchés par la représentation nationale. Ces débats ont permis à tous nos concitoyens de prendre la mesure de ce phénomène, au premier rang desquels, bien sûr, les 150 000 Français qui exercent une activité d'influence commerciale. Ils ont dorénavant un cadre clair, un cadre qui leur permet d'exercer leur travail en toute sécurité juridique, un cadre possiblement inédit en Europe. À cette fin, je ferai une proposition qui ne contrevient aucunement à l'encadrement de l'influence commerciale. Je vous propose de faire en sorte que le guide de bonne conduite présenté à la fin du mois de mars dernier soit rapidement mis à jour avec les apports précis de votre texte pour que les influenceurs puissent, à défaut de se référer à Légifrance, trouver toutes les informations complètes au sein d'un seul guide. Je ne serai pas plus longue. Au nom du gouvernement, en mon nom et en celui de Bruno Le Maire qui suit le sujet, je veux très sincèrement vous renouveler mes félicitations pour l'excellent travail mené tant sur le fond que sur la forme et surtout sur la visée de cette proposition de loi, protéger nos compatriotes face à des abus au cœur de cette influence commerciale et réguler une influence commerciale qui est majoritairement sérieusement menée, raison de plus pour l'encadrer. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est à madame Violette Spilbou pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues,
Ce soir, j'ai d'abord une pensée émue pour toutes les victimes des arnaques et des excès sur les réseaux sociaux, celles que nous avons rencontrées lors des auditions et celles que nous ne connaissons pas. C'est avec fierté que je participe donc ce soir à ce moment marquant. Nous sommes réunis pour protéger les consommateurs, notamment les plus jeunes, et mieux réguler l'influence commerciale. À bien des égards, cher Stéphane Vogetta, cher Arthur Delaporte, vous avez réussi à faire ce que beaucoup ont eu peur de tenter. Cette fameuse bulle de paix dont vous parlez si bien dans l'hémicycle, souvent survoltée, eh bien c'est une belle réussite inspirante, je l'espère, pour bien d'autres thèmes. La fusion de vos deux textes, puis le travail transpartisan engagé par les députés de la majorité et de l'opposition ont permis de dégager un consensus dont nous pouvons être fiers collectivement. Après le passage en commission, puis dans l'hémicycle de nos deux assemblées et enfin en commission mixte paritaire, députés et sénateurs ont réussi à se mettre d'accord pour une avancée marquante. Nous sommes donc, grâce à cette nouvelle méthode et à nos convictions partagées, le premier pays du monde à légiférer sur l'influence commerciale avec des règles, des obligations et des protections. Par ce vote, nous allons montrer au monde entier que la France est créatrice d'emplois et de valeurs dans la filière de l'influence, tout en protégeant les consommateurs et en sanctionnant les mauvais comportements. Par cette proposition de loi, nous définissons avant tout le statut de l'influence commerciale, mais aussi nous régulons cette nouvelle activité. Nous luttons contre tous les types d'arnaques, contrefaçons et autres pratiques commerciales douteuses qui font bien trop souvent la une des médias. Ce texte, issu de la commission mixte paritaire, retient notamment des avancées marquantes, notamment une définition de l'activité d'influence commerciale réelle avec l'obligation de signer des contrats. Je salue le travail d'Éric Bothorel qui a beaucoup apporté sur ce point. L'interdiction de la promotion de la chirurgie esthétique qui a tant été dénoncée et de la médecine esthétique a été renforcée. Les contenus comportant des partenariats rémunérés devront maintenant afficher une mention de publicité obligatoire. Le cadre de la régulation très stricte de la promotion des produits de santé est maintenant inscrit dans la loi. Tout cela, ce sont des avancées majeures. Mais nous avons aussi l'obligation d'afficher des mentions sanitaires pour lesquelles notre collègue Dominique Potier a beaucoup contribué. L'interdiction de faire la promotion de produits issus de la nicotine s'ajoutant à celle du tabac et de l'alcool, et je salue Carl Olive et sa contribution. Et puis aussi la protection des mineurs pour la promotion des jeux d'argent et de hasard. Toutes ces avancées sont majeures et lorsqu'elles ne seront pas respectées, eh bien, il pourra avoir 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Les sanctions sont là. Nous pouvons donc être très fiers de toutes ces avancées qui mettent fin à la fameuse loi de la jungle évoquée tout à l'heure, une vraie loi de la jungle que nous avons tous constatée lorsque nous avons été sollicités. Et nous sommes à l'écoute des victimes, nous continuerons de l'être au quotidien, tout en continuant aussi de travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière de l'influence, avec qui nous avons su, je crois, trouver de vraies voies de travail. Cette priorité a aussi été prise à bras-le-corps par le gouvernement à travers le guide de l'influenceur qui a été présenté par Bruno Le Maire il y a plusieurs semaines. Et je tiens aussi à saluer le travail engagé par la ministre Olivia Grégoire, ses équipes, pour rendre l'ensemble de ces mesures opérantes. Nous avons aussi beaucoup réfléchi et travaillé sur les dérives potentielles de la publicité en général. Ce débat nous a mobilisés avec le président Kasbarian et je suis sûre que nous poursuivrons les travaux en ce sens. Mes chers collègues, nous avons une responsabilité et une chance inouïe, celle de structurer de façon unique en Europe la nouvelle filière de l'influence sur les réseaux sociaux et les plateformes. C'est désormais dans la loi, l'influence commerciale est reconnue comme une véritable filière économique. Le groupe Renaissance est donc fier ce soir de voter pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Marine Amelé pour le groupe Rassemblement national. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Aujourd'hui, c'est un feuilleton long de 3 mois qui s'achève enfin avec le vote de cette proposition de loi. Un premier texte avait été déposé en février lors de la niche parlementaire socialiste. Inabouti, celui-ci avait été retiré dans la foulée sous couvert d'une collaboration rédactionnelle transpartisane, excluant cependant officiellement le seul et le plus important parti d'opposition de ce pays, de discussions cruciales et pourtant prises à cœur par les députés du Rassemblement national.
À nous seuls, nous avions en effet déposé exactement la moitié des amendements proposés en séance sur la première version de ce texte. C'est au total une 50aine d'amendements, toutes versions confondues, qui ont été déposés pour nourrir cette proposition de loi de mesures pertinentes. En sachant cela, l'on comprend mal les propos de M. Delaporte, qui encore hier divaguait sur BFM TV sur la prétendue incurie du Rassemblement national vis-à-vis de la régulation du marché de l'influence, alors que nous n'avons eu de cesse de dénoncer les contre-vérités proférées à tout va à ce sujet. D'ailleurs, un mensonge doit être levé avec plus d'énergie que les autres. Non, le marché de l'influence n'a jamais été le no man's land qu'on a bien voulu nous décrire. Les influenceurs ne sont rien d'autre que des publicitaires et ils sont à ce titre soumis aux mêmes lois que n'importe quelle agence de publicité. La levée de bouclier d'une myriade d'influenceurs de renom autour d'une déclaration commune contre ce texte en mars dernier témoigne avant tout de l'incompréhension de milliers de créateurs qui respectent la loi désignée du jour au lendemain comme des parias et des escrocs. Ces raccourcis dangereux se fondaient pour la plupart sur une enquête réalisée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, enquête qui révélait que 6 influenceurs sur 10 enfreignent la loi. Ces chiffres doivent cependant être nuancés par ceux de l'Observatoire de l'influence responsable qui dévoile qu'en 2022, le taux de manquement aux règles en vigueur était davantage le fait des influenceurs possédant une faible audience, avec un taux de manquement s'élevant à 35% des contenus analysés, tandis que les influenceurs à forte audience tendent à se professionnaliser. À rebours de la stigmatisation générale des influenceurs, il faut mettre en exergue que le haut niveau d'infraction constaté par la DGCCRF est d'abord le symptôme de la nouveauté de cette activité et des conditions de sa professionnalisation. L'absurdité du métier d'influenceur, c'est qu'il passe nécessairement par une phase d'amateurisme, avec des influenceurs, pour la plupart, ignorants de la loi à leur début. Légiférer le marché de l'influence implique donc de distinguer 3 types d'influenceurs. Ceux qui n'enfreignent pas la loi car ils la connaissent, ceux qui l'enfreignent délibérément et ceux qui l'enfreignent inconsciemment. Pour les premiers, cette proposition de loi a le mérite d'apporter des garanties contractuelles définies, mais qui s'accompagnent toutefois de contraintes supplémentaires en matière de publicité. Pour les seconds, ceux qui enfreignent délibérément la loi, il est évident que la présente proposition devrait n'avoir que peu de conséquences, puisqu'il suffit en fait de se rendre à Dubaï pour échapper au droit français. C'est là que le bât blesse. Certes, le texte propose d'imposer aux influenceurs étrangers établis à l'étranger de se faire représenter légalement afin de les sanctionner s'ils enfreignent la loi, mais dès lors qu'ils refuseraient de se faire représenter, comment comptez-vous les sanctionner ? Enfin, concernant les influenceurs qui enfreignent la loi par ignorance, l'on ne peut que regretter que notre proposition n'ait pas été retenue. Pour rappel, elle visait à conditionner le droit de contractualisation, par exemple, avec un annonceur, à l'obtention du certificat de l'influence responsable de l'ARPP, qui existe déjà et qui dispense pourtant les bases juridiques en matière de publicité. Officiellement écartés des discussions, nous nous félicitons toutefois que notre pugnacité ait permis de faire adopter officieusement les mesures de protection et de sensibilisation des mineurs que nous réclamions depuis le début, tels que l'article 5, d'une part, qui est d'ailleurs le seul article inchangé depuis le départ, et qui reprend tel quel un amendement du Rassemblement national déposé lors de l'examen en commission de la première proposition de loi, visant à mettre en place des séances de prévention et de sensibilisation au risque d'escroquerie en ligne dans les établissements scolaires. Et d'autre part, telle que l'intégration d'un dispositif prévu au paragraphe 3 de l'article 2b, visant à prévenir totalement l'exposition des enfants aux publicités pour les jeux d'argent, quand le texte initial se contentait d'un simple avertissement. Pour les raisons que je viens d'évoquer, nous n'irons pas jusqu'à clamer haut et fort que ce texte révolutionnera le monde de l'influence, mais il aura néanmoins le mérite de participer à l'amélioration du climat général. Voilà pourquoi nous le voterons. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur François Piquemal pour le groupe La France Insoumise NUPES.
Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Aurore a perdu 350 € sur un site de trading. Sébastien attend toujours ses écouteurs jamais reçus. Plus grave, Leïla mutilée par des injections sauvages d'acide hyaluronique. Véronique qui a perdu les économies de son ménage, 10 000 € dans des placements financiers obscurs. Oui, il était temps de mettre fin à la loi de la jungle sur les réseaux sociaux. Il était temps que les influx voleurs sachent que leurs arnaques ne resteront plus impunis. Ces influx voleurs, avatars d'un capitalisme sauvage, si tant est qu'il ait été un jour civilisé, tant il n'est jamais lunatique pour imposer sa brutalité. Ces influx voleurs qui proposent du contenu valorisant leur quotidien de fraudeurs fiscaux à Dubaï ou dans d'autres enfers écocides. Des arnaqueurs en jet ski éclaboussant leurs auditoires d'arnaques aux comptes formation, à la chirurgie esthétique, aux compléments alimentaires, au dropshipping, aux produits en toc sur Insta ou sur TikTok en 2-3 clics ou en 2-3 likes. Jusqu'ici, ils passaient au calme entre les mailles du filet. Et pour cause, une seule condamnation à ce jour, assez minime. Il convient donc de remercier les collectifs comme Avis, Vostar en réalité et le rappeur Booba qui ont chacun joué un rôle de lanceur d'alerte sur les pratiques de ces gens. Mettre fin à ces pratiques, mieux définir le statut d'influenceur, renforcer les moyens de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont été l'objet de plusieurs travaux parlementaires. Je tiens ici à saluer pour cela mes collègues Aurélien Taché, Ségolène Amiot et Nadège Abomangoli, ainsi que tous les deux, messieurs Delaporte et Vogetta. Avec ces dernières collègues, nous nous félicitons des avancées de cette loi sur la définition des influenceurs, le meilleur contrôle des produits financiers et crypto-monnaies, le maintien de l'interdiction de la promotion de la chirurgie et de la médecine esthétique, l'interdiction de se mettre en scène avec des animaux dont la détention est interdite en France, l'obligation de souscrire pour les influenceurs opérant depuis l'étranger à une assurance civile dans l'Union européenne pour indemniser d'éventuelles victimes. Toutefois, nous tenons à faire quelques avertissements, nuances et émettre quelques regrets. D'abord, nous avertissons sur l'importance qu'il y a à donner davantage de moyens à la DGCCRF pour accompagner cette loi. Ensuite, nous mettons en garde sur la question des signaleurs de confiance. On ne sait pas encore qui sera en mesure de signaler. C'est également un danger, car donner le pouvoir de retirer du contenu à des organismes qui ne seront probablement pas neutres peut entraîner des dérives graves. La priorité est donc de renforcer le service judiciaire et de police contre les dérives, plutôt que de déléguer ce pouvoir. Nous regrettons aussi que rien ne soit mentionné sur les obligations d'indication pour les contenus de promotion et les contenus modifiés. Or, selon un rapport de la DGCCRF publié le 23 janvier dernier, sur la soixantaine d'influenceurs et d'agences qu'elle a ciblées depuis 2021, 6 sur 10 ne respectaient pas la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs. Enfin, nous aurions aimé une vraie politique publique de communication à l'égard des utilisateurs des réseaux sociaux, particulièrement les jeunes, avec des campagnes de prévention en lien avec les associations. Malgré ces lacunes, la loi proposée aujourd'hui permet de remettre de la justice là où il n'y a encore que quelques années, c'était des moqueries. Car oui, ce sujet, disons-le, est resté trop longtemps en dehors des discours politiques, déconsidérés ou pas pris au sérieux, souvent comme les victimes qui en étaient l'objet. Alors, comme dirait un célèbre pirate, je vous le dis, pour nous aujourd'hui, c'est validé. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Béatrice Descamps pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, avec les réseaux sociaux est apparu un nouveau monde fait de likes, de clics et d'abonnés. Les influenceurs y sont rois et ne souffraient jusqu'à là d'aucune contestation.
Mais les temps ont changé. Nous découvrons aujourd'hui une face plus sombre, très sombre, de cet univers. Les paillettes ont laissé place aux formations douteuses, aux produits controversés, aux arnaques. Et le législateur ne pouvait faire sans s'emparer de ce sujet. Merci, monsieur le rapporteur, de l'avoir fait. À ce titre, je veux saluer le travail transpartisan mené par notre Assemblée. Des députés de tous les horizons ont réussi à avancer collectivement. C'est suffisamment rare pour être relevé. Un consensus s'est donc dégagé sur la nécessité de créer un nouveau cadre juridique pour que l'ensemble des influenceurs ne pâtissent pas des méfaits de quelques-uns, pour qu'influenceur cesse de rimer avec voleur. La première étape a été d'apporter une définition à ce nouveau métier. Cette issue de compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat nous semble aujourd'hui satisfaisante. Elle englobe désormais l'ensemble des personnes qui mobilisent leur notoriété sur les réseaux sociaux pour en tirer des bénéfices, que ces bénéfices soient en nature ou financiers d'ailleurs. Second sujet, encadrer la promotion des produits en ligne. Il sera désormais interdit, entre autres, de faire l'apologie de la chirurgie esthétique, du tabac, de l'alcool, de certains produits et services financiers, de jeux de hasard ou encore de paris sportifs. En bref, nos deux chambres ont établi une liste très complète d'activités à ne plus promouvoir. Ce sont ces produits qui permettent aujourd'hui à des influenceurs peu scrupuleux de faire fortune en tirant profit de la naïveté de la communauté. Concrètement, le couple Nadet et Marc Blatta ne pourront plus inciter leurs followers à investir dans les crypto-monnaies et Dylan devra cesser la promotion de gélules qui guérissent les cellules cancéreuses auprès de ses 1,5 million d'abonnés sur Instagram. Une problématique reste sur la table, la question de la promotion de la malbouffe. Nous aurions souhaité que toute publicité soit interdite sur les réseaux sociaux, vous le savez. Il est de plus en plus souvent fait étalage de ces produits trop gras, trop salés ou trop sucrés sur ces médias. Pourtant, leurs effets sur la santé des adolescents sont désastreux et les plus jeunes sont particulièrement influençables. Vous avez préféré vous cantonner à un simple encadrement. Les réseaux sociaux se verront donc appliquer les mêmes normes que les publicités traditionnelles, mais je garde espoir de nous retrouver bientôt pour aller plus loin sur la question. Par ailleurs, les photos ou vidéos de visages, de silhouettes modifiées devront porter la mention « image retouchée » ou « image virtuelle ». C'est important pour éviter la promotion d'idéaux de beauté inaccessibles chez les internautes. Concernant le cadre plus global, de très nombreuses publications touchant un public français sont émises par des influenceurs français résidant en dehors de l'Union européenne, notamment aux Émirats arabes unis et aux États-Unis, alors même que leur notoriété s'est construite auprès de ce public. Il en résulte des difficultés de régulation. Ainsi, nous sommes favorables à ce que ces influenceurs installés à l'étranger soient soumis aux droits français des contrats d'influence commerciale. Nous considérons aussi qu'il faut imposer à ces derniers de désigner un représentant légal établi sur le territoire de l'Union européenne afin de faciliter la coopération sur les autorités administratives et judiciaires nationales. Ce texte prévoit enfin un renforcement des pouvoirs de police administrative de la DGCCRF et une augmentation du montant des amendes. Là aussi, les évolutions sont positives. Reste qu'elles ne seront opérationnelles qu'à condition de donner des moyens humains, technologiques et financiers aux organes de contrôle. J'en appelle là à la responsabilité de gouvernement. Les 15 agents destinés à former une brigade de l'influence commerciale, annoncée par M. le ministre de l'Économie, seront-ils suffisants? Hormis ces quelques petits bémols, mon groupe considère que cette proposition de loi permettra de clarifier, bien sûr, les droits et les devoirs des 150 000 influenceurs qui peuplent la toile et de mieux protéger nos concitoyens, particulièrement les plus jeunes. Nous y sommes donc favorables. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Louise Morel pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci.
Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues. Cette lecture des conclusions de la Commission mixte paritaire est remarquable à plusieurs titres. Tout d'abord parce que son adoption permettra d'inscrire pour la toute première fois dans la loi la définition de l'activité d'influenceur et ainsi d'accorder aux influenceurs une reconnaissance juridique avec des règles qui leur incombent. Remarquable ensuite parce que ce texte est la preuve que sur bien des sujets, un travail transpartisan est possible. Cette bulle de paix, comme ont aimé la nommer nos deux co-rapporteurs, aura permis de faire de la protection du consommateur et de l'ordre public économique notre priorité du début à la fin de cette initiative parlementaire. Et c'est finalement cela, faire de la politique, créer des majorités au service de l'intérêt général. Voici une donnée éloquente pour démontrer la nécessité de cette régulation. Le marché mondial de l'influence était estimé à 16,4 milliards de dollars en 2022. Ce poids économique a suscité un intérêt majeur et est allé de pair avec l'augmentation du nombre d'arnaques en tout genre. Escroqueries, pratiques commerciales trompeuses, fraude massive. À l'heure où un enfant passe en moyenne entre 9 et 13 heures par semaine devant un ordinateur, il était urgent de légiférer sur l'influence commerciale. C'est désormais chose faite. Avec cette loi, la France est l'un des premiers pays au monde, sinon le seul, à se doter d'un arsenal juridique visant à encadrer l'influence commerciale sur les réseaux sociaux et à lutter contre les arnaques et les dérives. Quelques mots sur cette proposition de loi telle qu'elle résulte de la commission mixte paritaire. Elle pose d'abord une définition claire du statut des influenceurs et des agents d'influenceurs. Elle assortit cette activité d'un régime d'obligations et d'interdictions propres à cette pratique commerciale en ligne qui est accompagné de sanctions et de contrôles spécifiques. Deuxièmement, ce texte interdit certaines publicités qui n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux. Les influenceurs ne pourront plus faire la promotion de la chirurgie esthétique, de certains produits et services financiers ou encore de pronostics sportifs. Troisièmement, ce texte garantit une meilleure information des utilisateurs des réseaux sociaux. Par exemple, les contenus promotionnels devront avoir une mention publicité ou collaboration commerciale lisible sur leur contenu. La connaissance étant la clé du pouvoir, nous rendons ainsi aux consommateurs le pouvoir d'acheter en toute connaissance de cause un produit promu par son influenceur préféré, gage donc d'une plus grande transparence. Enfin, ce texte accorde une place centrale à la protection des utilisateurs les plus vulnérables. Pour protéger les plus jeunes de nos concitoyens, trop souvent soumis à l'illusion d'une perfection inatteignable et illusoire des visages et des corps, les photos et vidéos de visages ou de silhouettes modifiées devront obligatoirement porter la mention « image retouchée » ou « image virtuelle ». Des mesures spécifiques viennent également protéger les enfants influenceurs qui seront soumis aux mêmes règles que celles encadrant les enfants youtubeurs. Conformément au Digital Services Act, il faut également souligner que les obligations des plateformes en ligne sont elles aussi renforcées. Je terminerai en soulignant l'engagement sincère du groupe démocrate sur ce texte, qui s'est largement investi dans les débats. Plusieurs mesures émanant des députés de notre groupe ont été adoptées. L'inscription de la responsabilité solidaire entre l'influenceur et son agent en cas de fraude, l'encadrement plus strict de la pratique du dropshipping, c'est-à-dire une vente sur Internet dans laquelle le vendeur, en l'occurrence l'influenceur, ne se charge que de la commercialisation et de la vente du produit, mais pas de sa livraison. Également l'interdiction de la promotion des produits issus de la contrefaçon ou encore le respect du code de la propriété intellectuelle dans les contrats qui lient les influenceurs. En cela, je tiens à saluer le travail des députés Christophe Blanchet et Laurent Esquenet-Goxès, avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler sur ces questions. Pour conclure, le texte a le mérite d'être suffisamment général pour encadrer un maximum de situations. Il permet de poser un jalon à la sécurisation de notre modèle social sur Internet, en protégeant les utilisateurs des réseaux sociaux d'une part,
tout en offrant un cadre juridique stable pour les professionnels de l'influence d'autre part. Ce n'est donc pas un combat contre les influenceurs, c'est un combat pour faire de l'influence une véritable filière économique. C'est pourquoi le groupe démocrate votera en faveur de l'adoption de ce texte. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Dominique Potier pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, tout d'abord dire merci à Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta. Merci pour la clarté et merci pour ce beau récit aujourd'hui. On en avait particulièrement besoin aujourd'hui, d'avoir une belle image de notre Assemblée. Merci de nous l'offrir. Moi, j'aime cette idée que dans l'Assemblée nationale, dans le débat démocratique, il y a deux choses qui sont belles. C'est quand on s'oppose dans la clarté, parce que c'est édifiant pour la démocratie que de s'opposer dans la clarté, pas dans le marais, dans une sorte de, en même temps, un flou idéologique. La clarté du débat et des clivages, c'est édifiant. Mais il y a aussi, c'est tout aussi édifiant que dans cette clarté-là, nous soyons capables de nous rassembler, parce qu'on appelle une intelligence collective, une capacité à nous rassembler face notamment à des défis nouveaux, ce que nous apporte la modernité. C'est ce que vous avez fait avec brio aujourd'hui, et depuis quelques mois, en vous rencontrant, en vous entendant, en croisant vos regards et en intégrant des remarques et des propositions venues quasiment de tout l'arc républicain. Bravo pour cette démonstration. Cette loi, somme toute, se résume à une forme d'itération du droit, à une extension au domaine de l'influence des règles qui prévalent aujourd'hui dans l'ensemble de la publicité. Le combat que j'ai porté au nom des socialistes, certains ont été perdus, notamment autour de la réduction aux mineurs, au nom de leur protection. D'autres ont été retenus, parfois dans les affres et des débats vifs au sein de la commission mixte paritaire. Je vous remercie pour la fidélité à l'engagement, de la prise en compte de la question de la malbouffe, sur laquelle j'ai entendu plusieurs députés s'entendre. Je crois que c'est un rendez-vous pour demain. Sur la malbouffe, nous n'avons pas été assez loin, mais nous avons au moins clairement dans la loi identifié cette question, parce que c'est une question de justice sociale absolument majeure. Deux chiffres simplement. L'obésité, c'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Dans les milieux populaires, c'est 2 fois plus que dans les milieux aisés. 2 fois plus en 20 ans, 2 fois plus dans les milieux populaires. Et nous consacrons 800 millions de publicités, c'est un chiffre donné par Loïc Prudhomme dans un rapport qu'il avait fait en commission des affaires économiques. 800 millions de publicités à vendre du gras sucré et industrialisé à des enfants, souvent ceux qui n'ont pas le contrepoids et le contre-pouvoir culturel pour manger autrement, manger sain, etc. C'est très clairement une atteinte à la question de l'égalité sociale, c'est une atteinte à la question de la santé publique, c'est une discrimination sociale, c'est une injustice majeure. Désormais, à minima, oui, nous avons des rendez-vous pour demain, le combat n'est pas terminé, mais à minima, l'influence prendra en compte cette question de la malbouffe au même titre que les autres dérives que vous aviez signalées initialement, et nous nous en félicitons. Mais devons-nous nous en arrêter là ? Non, parce que, je le pense profondément, c'est l'ensemble de la pub qui aujourd'hui n'est pas assez régulé. L'ensemble de la pub, savez-vous, chers collègues, que c'est Big Corpo, une ONG qui l'a révélé, c'est 31 milliards. 31 milliards que nous consacrons tous les ans et que nous payons, Français, à travers nos produits, nos consommations, notre mode de vie. 31 milliards qui façonnent notre imaginaire. 31 milliards de servitudes marchandes quand nous avons en face, en termes de puissance publique, sur l'ensemble, totalisant l'ensemble de ce qui se fait en termes de prévention santé publique, c'est 3,7 milliards, soit 11% de la publicité aujourd'hui. 11%. Si nous rajoutons simplement les chiffres de l'ADEME en termes d'engagement dans la transition écologique, nous sommes à peine à 15%. Donc nous sommes une société qui consent la puissance privée 85% de la fabrication de son imaginaire. C'est un système qui n'est pas durable, c'est une forme de servitude dont nous devons nous libérer. Cette question du langage qui a été trop longtemps un angle mort de la République et qui a laissé se développer une forme d'idolâtrie du marché, nous devons la combattre et restituer à l'agora publique, à la res publica, la capacité à investir un langage. C'est le combat de la RSE, c'est le combat de
de la directive européenne en cours de discussion et qui est très combattue par les libéraux et les conservateurs autour du reporting extra-financier qui donnerait à l'Europe la capacité à devenir une puissance normative dans le monde et pour notre pays. Ce combat contre l'imaginaire marchand, nous devons continuer à le poursuivre. Il est celui de l'éducation civique, de l'éducation populaire, il est celui de la puissance publique, il est tout simplement celui de la République, chers collègues. Et je suis heureux que par cette initiative, nous ayons mis un peu de régulation dans ce monde trop souvent trop brut et que nous puissions, par ce combat, si mineur soit-il, contribuer à ce grand récit qui était celui d'Abraham Lincoln dans un discours célèbre de septembre 1862 où il rappelait qu'en libérant l'esclave, nous redonnons sa liberté à l'homme libre. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Luc Lamiraud pour le groupe Horizon et Apparentés. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi issue de la commission mixte paritaire visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, présentée par nos collègues Stéphane Vogetta et Arthur Delaporte, qui prévoit la création d'un statut d'influenceur et une régulation renforcée de cette activité professionnelle. C'est une fierté pour notre Assemblée que d'examiner aujourd'hui ce texte. C'est la première fois que les parlementaires que nous sommes légifèrent sur le sujet de l'influence commerciale. Et c'est la première fois qu'un pays de l'Union européenne s'apprête à adopter une loi dédiée à ce sujet, faisant de la France un pays à l'avant-garde de la régulation de l'économie numérique. Certaines personnalités publiques bénéficiant d'une large audience numérique utilisent les réseaux sociaux à des fins commerciales, au travers de partenariats conclus avec des marques qu'elles valorisent pour leur diffusion de contenu. Nous avons tous conscience des dérives que peuvent causer les réseaux sociaux et leur impact sur nos jeunes générations. Des influenceurs qui trompent leur communauté avec des faux traitements médicaux, des produits existants sur le marché revendus plus cher, des promotions d'achats risqués. Les exemples sont nombreux. En ce sens, le texte prévoit d'interdire aux influenceurs la création de certaines promotions, en particulier dès lors que des risques existent pour la santé ou lorsqu'il s'agit de placements ou d'investissements risqués, notamment dans le domaine des crypto-monnaies. Face aux nombreux cas de dissimulation du caractère commercial des publicités faites par certains influenceurs, la loi prévoit également une obligation d'information du public, y compris sur les pratiques de vente, afin d'éviter les cas de surfacturation du consommateur pour un produit en tout point identique à ce que l'on trouve beaucoup moins cher sur le marché. La relation contractuelle entre influenceurs, agents d'influenceurs et annonceurs a par exemple été renforcée et sécurisée par l'obligation d'établir un contrat écrit entre les parties. L'activité d'influence commerciale a été davantage encadrée, que ce soit sur les promotions ou sur la nécessaire transparence vis-à-vis du public du caractère publicitaire ou commercial des contenus. Nous avons également renforcé les pouvoirs de la DGCCRF en matière de régulation des contenus par la création d'une astreinte dans le cadre du dispositif d'injonction administrative. Avec le renforcement de la procédure de blocage judiciaire de l'autorité des marchés, nous permettrons de renforcer nos outils pour protéger les consommateurs. Plusieurs amendements adoptés permettent d'ailleurs une meilleure coordination du texte avec les évolutions prévues au niveau européen dans le cadre du Digital Services Act, notamment en matière de signalement des contenus illicites. Enfin, un rapport d'évaluation de la loi à 2 ans permettra de faire un premier point d'étape et d'établir si les moyens humains et financiers de la régulation mobilisés sont proportionnés à la part grandissante des dérives et des abus constatés sur le marché de l'influence en ligne.
Je tiens à saluer le travail transpartisan et constructif réalisé par notre Assemblée, qui a permis d'aboutir sur un texte pour la protection de nos concitoyens, notamment les plus jeunes d'entre eux. Le groupe Horizons et Apparentés partage la volonté de mieux encadrer ce domaine d'activité et de mieux y faire appliquer les règles commerciales. Ce sentiment est largement partagé, en témoigne l'adoption de la présente proposition de la loi à l'unanimité en séance publique, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Partageons donc cette volonté de mieux réguler le marché de l'influence en ligne dans l'intérêt tant des professionnels que des utilisateurs et consommateurs des plateformes. Le groupe Horizons et Apparentés votera en faveur de la présente proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Hubert Julien Laferrière pour le groupe écologiste NUPES. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, nous y sommes après des mois d'alerte, d'échanges fructueux, parfois de tergiversation autour des dérives de nombreux influenceurs. Nous allons voter ce soir une loi transpartisane pour encadrer cette activité nocive. Dylan Terry, qui vendent des produits tuant les cellules cancérigeuses, en français dans le texte. Julien Tanti, 6 millions d'abonnés sur Instagram, qui vend de la poudre à charbon censée blanchir les dents, mais reconnue comme dangereuse pour la santé. La liste de ces arnaques, de ce que nous appelons aujourd'hui les influenceurs, les influvoleurs, elle est longue et nous ne connaissons certainement qu'une infime partie de leur ampleur. Face à ces arnaques qui fleurissent sur les réseaux sociaux depuis des années, nombre de députés de cette Assemblée ont fait leur travail de parlementaires, et ils ont alerté le gouvernement sur les nombreuses dérives. Je voudrais excuser mon collègue Aurélien Taché qui me racontait comment, pendant des mois, l'excuser parce qu'il est absent en circonscription, il était interpellé par des jeunes dans sa circonscription sur l'ampleur des arnaques liées aux influenceurs. Ça a été dit, les principales victimes sont souvent des jeunes. Les principales victimes sont souvent des jeunes des quartiers populaires. Je voudrais vraiment saluer ce travail d'expertise qu'a effectué mon collègue Aurélien Taché par sa proposition de loi, mais aussi François Piquemal, Nadège Abamogoli, parce que par vos propositions de loi, eh bien, vous avez contribué à poser un premier cadre légal à l'activité des influenceurs et à définir un nouveau régime de responsabilité applicable à ces derniers. En complément de cette loi transpartisane, il faudra certainement un problème qui n'est pas d'ailleurs du domaine législatif, parce qu'il faut encadrer, mais il faut évidemment pouvoir sanctionner. Or, on le sait, la DGCCRF n'est aujourd'hui pas dotée des moyens financiers et techniques pour agir. De nombreuses escroqueries restent impunies, alors que des sanctions pourraient déjà être prises si une véritable volonté existait. Tout semble permis sur un marché aujourd'hui sans foi ni loi. Il faudra donc que les moyens de la DGCCRF soient augmentés. Les rapporteurs ont effectivement rappelé le travail de nombreux collègues que j'ai cités et d'autres qui ont effectivement contribué au travail transpartisan, à la proposition de loi transpartisane qui nous est aujourd'hui présentée et qui ont conduit le ministre Bruno Le Maire a annoncé le lancement d'une consultation citoyenne, mais aussi des mesures législatives, des mesures réglementaires, et finalement un plan pour en finir avec la jungle des influenceurs. C'est là que notre Assemblée montre son utilité, c'est là que notre Assemblée montre son beau visage. Monsieur le rapporteur, votre proposition de loi, c'est effectivement l'aboutissement de ce travail transpartisan, lapsus, et je ne doute pas effectivement que nous voterons votre proposition de loi à l'unanimité. En tout cas, notre Assemblée, elle montre ce soir qu'elle est capable de vrais compromis au service de nos concitoyens.
Je voudrais saluer également le travail qui a été mené en CMP, et notamment l'amendement retenu de ma collègue Lisa Bellucco, qui a interdit aux influenceurs de mettre en scène des animaux. À nouveau, saluons ce travail collectif, ce travail transpartisan, et le groupe écologiste, bien sûr, votera pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Soumia Bourouaha pour le groupe Gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci. Merci madame la présidente. Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, notre cadre légal tel qu'il était défini jusqu'à présent permettait aux influenceurs et influenceuses de jouir d'une certaine liberté dans leur activité promotionnelle, car la législation en vigueur n'était que peu adaptée à ces nouvelles pratiques commerciales. Pourtant, ces activités n'échappent pas aux dérives. Arnaque au placement financier, arnaque au compte personnel de formation, promotion des médicaments et d'actes de chirurgie esthétique, ou encore publicité pour des jeux d'argent et de hasard, en sont quelques exemples. Très suivis par un public majoritairement jeune et donc plus influençable, protéger ses consommateurs et consommatrices est devenu indispensable face à des influenceurs qui ne respectent pas certains cadres légaux et dérogent aux règles des plateformes qui les hébergent. Grâce à cette proposition de loi, la France devient aujourd'hui l'un des premiers pays à légiférer sur cette activité nouvelle et ainsi définir l'encadrement de ces pratiques. Aussi, je tiens à remercier les rapporteurs de ce texte et saluer leur travail. Avec le groupe de la gauche démocrate et républicaine, nous partageons l'essentiel des ambitions de ce texte et notamment la définition de l'activité d'influenceur telle qu'elle a été adoptée. La seule remarque que nous souhaitons faire concerne le lien très spécifique qui unit l'influenceur ou l'influenceuse à ce qu'on appelle sa communauté. Ce lien d'influence n'existerait pas sans une relation de confiance particulière qui peut se rapporter à une forme d'emprise psychologique. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'activité d'influenceur ne se limite pas à vendre des produits ou des services à sa communauté, pour lesquels les entreprises les rémunèrent ensuite. L'activité commerciale se mêle souvent aux mises en scène de la vie quotidienne où les internautes se projettent, parfois fantasment. C'est la persistance de ce faux lien de proximité, voire d'intimité, que l'influenceur entretient avec son public qui lui permet de construire cette influence. Par ailleurs, nous partageons également l'ambition de cette proposition de loi à travers la création d'un statut d'agent d'influenceur, car les responsabilités promotionnelles sont en réalité partagées. De plus, dans le cas des influenceurs installés hors de l'Union européenne et dont les contenus visent un public français, nous soutenons la volonté des rapporteurs qu'ils soient représentés par une personne morale ou physique en France. Nous sommes également satisfaits du renforcement de l'interdiction de la promotion de la chirurgie et de la médecine esthétique par les influenceurs. L'interdiction de la publicité des produits contenant de la nicotine est également une très bonne nouvelle. En revanche, nous aurions souhaité que cette interdiction soit également étendue aux boissons alcoolisées et non seulement à travers la loi E20. Nous regrettons également que la publicité concernant les jeux de hasard et les paris sportifs n'ait pas fait l'objet d'une mesure similaire. Évidemment, le rappel de l'interdiction de ces pratiques aux mineurs est important, mais cette addiction étant de plus en plus répandue, nous aurions préféré qu'elle ne fasse pas l'objet de publicité amplifiant sa banalisation. Par ailleurs, nous émettons quelques réserves sur le rôle des signaleurs de confiance chargés de faire remonter les contenus illicites de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Faire appel à des associations de consommateurs ou à des activités privées ne nous apparaît pas judicieux, alors que ces missions devraient être assumées par l'État. Nous regrettons enfin le nombre d'agents au sein de la brigade spécialisée de la DGCRF pour procéder aux contrôles et aux enquêtes ne soit toujours pas suffisant, alors que celle-ci relève que les pratiques de 60% des influenceurs contrôlent dans le cadre de ces enquêtes ne sont pas conformes à la réglementation. Vous l'aurez compris, nous aurions souhaité que ce texte aille encore un peu plus loin et pose des interdits clairs en matière de publicité concernant les produits de santé,
de jeux d'argent et de hasard ou de produits financiers et de crypto-monnaies qui seront certes mieux régulés, mais pourront toujours faire l'objet de promotion. Pour autant, nous considérons qu'il s'agit d'une première pierre indispensable pour lutter contre les dérives des influenceurs et pour la protection des droits des consommateurs. Et je vous remercie encore une fois, messieurs les rapporteurs, pour ce travail. C'est pourquoi le groupe GDR votera ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Mes chers collègues, il y a un bruit ambiant dans l'hémicycle qui commence à devenir fort désagréable, tout du moins pour l'orateur. Donc je vous demanderai de sortir si vous avez des conversations très importantes. J'imagine que les conversations sont très importantes. Donc je vous invite à sortir pour continuer vos conversations. Et si ces conversations ne sont pas si importantes que ça, je vous invite à écouter l'orateur. La parole est à monsieur... Alors, avant de donner la parole au dernier orateur, je vous informe que sur le vote de la proposition de loi telle qu'elle est issue de la CMP, je suis saisie par le groupe Renaissance, le groupe La France Insoumise, d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à monsieur Victor Aberdasso pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Nous nous apprêtons à voter ce soir la proposition de loi visant à davantage réguler le secteur de l'influence et ses 15 000 créateurs de contenus et audiences diverses. Après un examen par l'Assemblée nationale et le Sénat, les députés et sénateurs ont trouvé un accord jeudi dernier pour mieux réguler le marché des influenceurs. Ce texte a pour objet de réguler un secteur qui jusqu'à présent souffrait de zones grises, au détriment des consommateurs qui restaient parfois de surcroît sans recours. L'influence sur les réseaux s'est en effet illustrée ces derniers temps par des abus et fait l'objet de dénonciations et d'arnaques aux conséquences potentiellement graves. L'objectif est donc de mieux lutter contre ces dérives et arnaques constatées, comme les incitations à faire des régimes alimentaires dangereux, de la chirurgie esthétique, des paris excessifs ou encore la promotion de contrefaçons. Le 23 janvier dernier, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes publiait justement une étude accablante, montrant que 60% des influenceurs et des agences contrôlées ne respectaient pas la réglementation sur la publicité et le droit des consommateurs. Cette proposition de loi est ainsi une première étape. Elle crée et renforce un appareil juridique qui responsabilisera et, le cas échéant, sanctionnera tous les influenceurs, mais aussi leurs agences, les annonceurs et les plateformes de diffusion. Les Républicains se félicitent que l'on ait réussi à définir de la façon la plus précise possible l'activité d'influenceurs. Nous sommes ravis que plusieurs de nos propositions aient été retenues et que la rédaction finale issue du Sénat nous satisfait pleinement. J'en profite ici d'ailleurs pour saluer ici le travail transpartisan et intelligent que nous avons su faire, mais aussi en particulier celui de ma collègue Virginie Duby-Muller qui a été très engagée sur ce texte. Ces mesures, sur le point d'être définitivement votées ce soir à l'Assemblée nationale, vont enfin permettre un encadrement un peu plus abouti du monde des influenceurs et de leur activité, avec davantage de transparence dans les messages promotionnels et dans les activités publicitaires. Avec cette proposition de loi, la représentation nationale envoie, quoi qu'il en soit, un message fort à notre jeunesse et qui peut être fascinée parfois par cet argent qui semble si facilement gagné par les influenceurs et dont ceux-ci font parfois étalage alors que d'autres, après 10 années d'études, ne voient pas encore la couleur d'un premier salaire. Le groupe Les Républicains soutiendra donc évidemment ce texte comme il en a soutenu le principe depuis le début. Il est urgent de donner un cadre de référence au métier d'influenceur afin de protéger les consommateurs, en particulier les plus jeunes et les plus vulnérables. Nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi qui comprend des avancées nécessaires pour enfin réguler cette activité en actant un strict cadre légal à l'activité d'influenceurs qui s'est dernièrement développée de façon exponentielle. Nous espérons désormais de la part du gouvernement que les moyens pour cette mise en application suivront également. Merci, monsieur le député. La discussion générale est close. Nous en venons au texte de la commission mixte paritaire. Conformément à l'article 113 alinéa 3 du règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur l'amendement dont je suis saisie.
Amendement au texte de la CMP, amendement numéro 1, présenté par Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, cet amendement vient juste compléter l'article 2B pour inclure l'autorité nationale des jeux, l'ANJ, au sein du processus d'élaboration par l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du référentiel que devront respecter les mécanismes mis en place par les plateformes dans le but d'exclure les publics mineurs des publicités relatives aux jeux d'argent et de hasard. Rien de plus. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, votre avis? Merci Madame la Présidente. Ce sera évidemment un avis favorable qui vient rectifier un oubli lors de cette commission mixte paritaire qui avait, lors de l'élaboration du principe d'exclusion des mineurs pour la publicité des jeux et de hasard, et je réponds ainsi à ma collègue du groupe communiste qui considérait que les mineurs n'étaient pas assez protégés, ils ne pourront plus demain voir de la publicité pour des jeux d'argent et de hasard. Et si les plateformes n'offrent pas de mécanisme pour exclure les mineurs d'une publication, alors les plateformes ne pourront plus diffuser ce type de contenu. C'est une avancée majeure qui est le fruit d'un consensus transpartisan dans l'ensemble du texte. Et donc l'ANJ pourra donner son avis sur l'élaboration de ce référentiel pour une belle avancée contenue dans cette loi. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un double avis favorable Commission et Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais mettre aux voix la proposition de loi. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 194, exprimé 194, majorité 98, pour 194, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Le rapporteur veut parler. Monsieur le rapporteur. 5 secondes, Madame la Présidente, pour juste remercier l'ensemble des collègues pour cette unanimité qui confirme finalement l'intérêt pour ce texte. Pour conclure, empruntons une phrase à un gredin. Ici, on fait la loi, pas la police, la justice, mais c'est une belle loi. Merci à tous, merci pour ce 6e vote unanime. Merci à nos collaborateurs, Léopold et Gauthier. Merci aux administrateurs qui nous ont accompagnés, que ce soit à Bercy ou à l'Assemblée nationale. Merci Benjamin. Bonne soirée.